2, 1, action. Je remercie le ministre de l'Énergie, mon ami Aziz Rabbah, qui aujourd'hui m'a invité à cette conférence sur photovoltaïque Volta Africa. Et pour moi, c'est une mise en pratique justement de la vision de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de partager les expériences entre Africains, mais aussi montrer qu'ensemble nous pourrons faire des choses continent, et l'expertise existe, les moyens existent. Maintenant il faut tout mutualiser justement pour développer cette vision de Sa Majesté qui est l'intégration africaine au niveau économique et au niveau des échanges. Donc je ne peux que remercier effectivement nos deux chefs d'État, notamment Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence Azali Assoumani, qui aujourd'hui m'a nommé à ce poste de consul général de l'Union des Comores à l'AYUM. Donc sans plus tarder, je vais vous en parler justement du potentiel d'énergie renouvelable et perspectives aux Comores. Il faut savoir que justement l'énergie aux Comores actuellement se résume justement à l'énergie thermique qui a une capacité de 33 MW repartie entre les 3 îles. À la Grande Comore, on a 20 MW et en juin 6 MW et à 3 MW à Moélie qui sont des micro-centrales au niveau de cette île. Et quand on parle de l'état justement des énergies renouvelables aux Comores, c'est qu'il y a plus de 2 semaines, on vient d'inaugurer le premier centrale solaire dans l'île d'Anjouan à Pomoni, dont la capacité est de 3,5 MW. La construction et l'exploitation se font par un consortium à énergie, ENGIE. Et on a une centrale solaire sur l'île de la Grande Comore, notamment dans la ville de Fumbouni, qui est de 3 MW, qui va être inaugurée le 17 décembre prochain. Et actuellement, c'est la société française innovante qui est en train de construire et qui va exploiter justement cette énergie. C'est, pour vous dire, c'est un partenariat public-privé. Et les perspectives justement des énergies renouvelables aux Comores, c'est qu'on a des projets où on a déjà acquis les financements, notamment une centrale solaire qui sera financée par les fonds d'Abu Dhabi à l'île de la Grande Comore, qui sera de 6 MW, et notre centrale sur l'île d'Anjouan, toujours financée par les fonds Abu Dhabi de 4 MW. Et actuellement avec Mazen, notamment le Maroc, on a un projet de 3 MW. Et là, les discussions sont en cours. On est en train de voir si c'est à Moélie ou sur une autre île. Mais on est en train de discuter là-dessus. Mais le protocole d'accord est déjà en cours. Et il y a eu aussi un accord avec le ministère de l'Énergie. On a 2 micro-centrales hydroélectriques en juin, qui s'élève à peu près une capacité de 0,6 MW. Et là, on a un gros projet justement sur la géothermie, puisque vous savez que l'île de la Grande Comore a un volcan en activité. Et la capacité de ce projet, de ce centrale géothermique est de 40 MW. Là, on est à la recherche de financement multidonneurs. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc, pour voir, en général, nous avons à peu près 19 MW de solaire, 0,6 MW de hydroélectricité, et puis le 20 MW d'énergie thermique. Puisque ce qu'il faut retenir que on a un besoin en énergie totale actuellement, ça s'estime entre 30 et 40 MW. Mais le problème qu'il y a avec les 33 qu'on a énoncés, il y a une déperdition, une perte de 40% due à l'investissement des équipements et puis à tout ce qui est fraude de branchements illégaux. Ça veut dire qu'on se trouve maintenant réellement avec 20 MW d'énergie thermique. Donc il y a aussi le fait qu'il y a une faible capacité technique au niveau du capital humain,
des problèmes de suivi et d'entretien. Au niveau des équipements, les équipements, c'est des vieux équipements. Et surtout, on a un problème managérial au niveau management stratégique central de l'opérateur public, mais aussi les services commerciaux, les services de recouvrement. Les perspectives, c'est que dans les 10 ans prochains, dans les 10 prochaines années, dans les perspectives du coût aux consommateurs plus compétitif qu'aujourd'hui, les besoins seront entre 50 et 60 mégawatts. Donc les projections que nous voyons au niveau du solaire, ça sera à peu près de 25 mégawatts, ce qui va nous permettre d'avoir le solaire, la géothermie, l'hydroélectricité et l'énergie thermique. Là, on aura atteint le mixte énergétique dont les énergies renouvelables s'élèveront à une capacité de 60 à 70%. Donc, pour cela, on a un programme justement qu'on a signé entre les deux ministères, entre le gouvernement comorien et le gouvernement marocain, sur voir comment on peut renforcer les capacités du secteur de l'énergie aux Comores. Et là, le projet qu'on a avec Mazen, les discussions qu'on a eues avec ONE, et bientôt le cluster, on va y adhérer parce qu'on en a discuté hier avec la directrice. Et puis là, on va aussi vers l'ouverture de la concurrence pour faire à ce que tous ces projets, qu'il y ait un partenariat public et privé, c'est-à-dire les opérateurs privés et l'opérateur public vont se mettre ensemble pour créer ce PPP. Et là, actuellement, on est en train d'introduire une autorité de régulation. Et là, on va vers justement la séparation de la fonction de production et de distribution et de commercialisation afin d'externaliser certains services, puisque aujourd'hui la société de l'électricité des Comores et de l'eau, ils ont regroupé tous les services, que ce soit gardiennage, que ce soit technique, que ce soit facturation. Là, ça nous permettra effectivement de créer des emplois et créer de nouvelles sociétés. C'est justement de cette expertise que nous allons avoir comme échange entre un pays comme le Maroc, qui aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont formés au Maroc. Et là, ça nous permettra justement de créer des start-up avec le Maroc. J'ai besoin juste d'une confirmation de la part de l'organisation. Parfait. Donc nous commençons. Aujourd'hui, là, cet insight, c'est disons une dernière réflexion qui est déroulée dans cette conférence qui traite du développement d'efficacité énergétique avec les énergies nouvelles. Une liaison entre l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, comment tout cela interagit, en quoi est-ce que les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle important dans l'efficacité énergétique en termes de solutions. Et c'est vraiment l'objet de cet insight et nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique du Maroc au niveau du ministère de l'Énergie, Monsieur Ahmed. Donc, Monsieur Ahmed, sans attendre, je vous laisse à vous la parole pour commencer. Merci, Monsieur Barodi. Monsieur le Consul général, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Consul général pour cette allocution. Et je voudrais justement souligner qu'aujourd'hui, la coopération Sud-Sud pour le Maroc, c'est un choix stratégique dont les fondements ont été mis en place déjà lors des différentes visites faites par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans différents pays. Et l'une des composantes de cette vision stratégique, justement, c'est le secteur de l'énergie, et particulièrement les énergies renouvelables, parce que, comme il a été déjà souligné et rappelé à pas mal d'occasions lors de cet événement, l'accès à l'énergie demeure aujourd'hui l'un des défis majeurs pour notre continent africain. Et je voudrais rassurer Monsieur le Consul général que le ministère de l'Énergie, les institutions énergétiques restent très ouvertes pour renforcer davantage
nos relations de partenariat et aller vers des projets concrets d'intérêt commun. Je voudrais donc remercier les organisateurs de nous offrir cette opportunité d'intervenir sur une thématique qui est importante et qui porte sur le développement de l'efficacité énergétique avec les énergies renouvelables. Donc, comme vous le savez, depuis quelques années, les énergies renouvelables prennent de plus en plus de la place dans les plans de développement énergétique à l'échelle mondiale. Cependant, l'énergie économisée est la première énergie à développer. Il s'agit bien évidemment de l'énergie économisée par les mesures d'efficacité énergétique. Et d'ailleurs, tous les scénarios développés aujourd'hui à l'échelle internationale confirment que les objectifs de développement durable ne pourraient être atteints sans un déploiement de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, de manière très simple, c'est mieux consommer de façon intelligente. Donc, c'est une filière qui favorise l'innovation et la digitalisation des systèmes énergétiques pour mieux piloter de près nos productions et nos modes de consommation. Comme je l'ai dit, l'accès à l'énergie demeure un défi pour notre continent. Et si l'on veut répondre aux besoins de l'énergie au niveau de notre continent qui n'ont pas cessé de croître, il faut que l'efficacité énergétique occupe une place centrale dans nos programmes de développement. Au même titre, bien sûr, que le développement de nouvelles capacités de production, dont celles renouvelables, et du renforcement du réseau électrique. Et il faut le dire, l'application de quelques mesures qui parfois ne nécessitent pas des investissements importants permettent d'aboutir à des économies non négligeables, et je cite en particulier le remplacement des ampoules à incandescence par des lampes à basse consommation, la réduction des pertes au niveau du système électrique et des actions de sensibilisation qui permettent d'améliorer le comportement du consommateur. L'efficacité énergétique, il a la particularité d'être accessible par tous les pays et tous les territoires, quel que soit leur mix énergétique et quel que soit leur niveau de développement. L'ambition de développer doit être poursuivie, bien sûr, à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, des villes, des entreprises, mais aussi du citoyen. Et chaque pays, il doit élaborer sa politique en tenant compte, bien sûr, de ses spécificités politiques, économiques, mais aussi culturelles. Et cette politique demande d'assurer une meilleure allocution des ressources, souvent insuffisantes, mais il faut se focaliser surtout sur des domaines et sur des programmes qui favorisent l'extension rapide des mesures d'efficacité énergétique. Et là, on peut distinguer 3 maillons majeurs où l'efficacité énergétique est recherchée. Le premier, c'est tout d'abord au niveau de la production et de la distribution de l'énergie, notamment au niveau de la conversion de l'énergie primaire et par le développement des énergies renouvelables. Et là, les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle pour améliorer l'efficacité du système de production en faisant recours soit à l'énergie solaire, éolienne, mais aussi à d'autres filières énergétiques. Dans l'utilisation de l'énergie, dans les différentes activités économiques, en optimisant bien sûr les différents process de production, mais aussi au niveau du consommateur final, que ce soit pour des besoins électriques, de chaleur, de froid ou de la mobilité en général. Les gains en économie d'énergie résultent de mesures d'efficacité qui ciblent un certain nombre de secteurs. On peut citer le secteur industriel, et ça sera le fruit tout d'abord de progrès technologiques, de l'amélioration des process, mais aussi de l'optimisation de la production assistée par des systèmes d'information et par ordinateur. Le secteur résidentiel et plus largement les bâtiments et porte essentiellement sur l'isolation, des progrès techniques d'éclairage, mais aussi le chauffage et la climatisation. Le secteur de transport et porte essentiellement sur la performance des moteurs, mais aussi sur le développement de la voiture électrique et de la mobilité durable de manière générale. Les énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'hydroélectricité, ne requièrent pas un apport de combustible. Il améliore l'efficacité car il n'est pas nécessaire de convertir de la chaleur. Comme il a été démontré dans une analyse récente réalisée par
l'AIE, les investissements dans les énergies renouvelables permettent d'approvisionner plus facilement les immeubles économes en énergie, et en particulier lorsque ces énergies ne sont pas connectées au réseau. Ce type d'immeuble, associé à la production d'électricité renouvelable sur site via la production décentralisée, permettent de réduire les pertes d'électricité ainsi que les coûts de transport des combustibles et donc par là renforcer l'efficacité énergétique. Les synergies techniques ont été analysées de façon plus approfondie entre la filière renouvelable et la filière d'efficacité énergétique par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA, et le Centre de Copenhague pour l'efficacité énergétique pour démontrer l'effet des énergies renouvelables sur l'efficacité énergétique. Leur déploiement accru pourrait réduire l'intensité énergétique dans certains pays jusqu'à 5, même à 10% l'intensité énergétique. L'efficacité énergétique et les énergies renouvelables peuvent aussi avoir un effet positif sur l'élaboration des politiques énergétiques. Les politiques énergétiques associent de plus en plus les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le lien entre les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique est davantage développé au niveau local en visant à encourager parallèlement le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à intégrer ces deux filières dans leur programme, mais aussi à exiger une mise en œuvre commune des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au niveau des différentes activités et services. S'agissant du modèle énergétique marocain, je voudrais préciser que le premier programme qui a été lancé dans le cadre de notre modèle énergétique, c'était le plan national d'action prioritaire. Et c'était un plan, effectivement, qui s'appuie sur deux composantes. La première, c'était de renforcer les capacités de production, notamment par recours aux sources renouvelables, mais aussi par développer nos premières actions d'efficacité énergétique, ce qui a permis de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Et les premières actions ont porté sur une grande campagne de sensibilisation, la généralisation de lampes à basse consommation, l'aménagement horaire, mais aussi des batteries de consommateurs au niveau de notre outil de production et une tarification aussi bien sociale que professionnelle incitative. Et ce programme-là, il a permis bien sûr d'aboutir à des résultats concrets en termes d'économie d'énergie, à développer des projets et des actions de démonstration, mais à renforcer l'expertise, notre expertise locale. Ces dernières années ont connu une activité importante en termes d'efficacité énergétique qui ont été démontrées et confirmées à l'occasion des différents ateliers et manifestations qui ont été organisés par le ministère et qui ont confirmé l'intérêt croissant des pouvoirs publics, des acteurs privés aux techniques d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Je voudrais citer à titre d'exemple deux projets importants qui sont menés aujourd'hui par la société d'investissement énergétique, la Superesco. Je cite en particulier le programme de l'exemplémentarité de l'administration publique. Et là, c'est un programme qui a été élaboré sur la base d'une étude qui a été réalisée et qui a confirmé justement que le recours aux énergies renouvelables permettent de renforcer davantage l'efficacité énergétique. Et ce programme, il fait l'objet d'une orientation royale qui a demandé à ce que l'administration marocaine, dans l'exemple en termes d'efficacité énergétique, par recours notamment aux énergies renouvelables autant que faire se peut. Le deuxième programme, c'est le programme des mosquées vertes qui a permis de développer l'efficacité énergétique dans les mosquées marocaines par le développement d'un éclairage efficace, mais aussi par recours à l'utilisation du photovoltaïque solaire. Donc ce chantier a été accompagné, bien sûr, par un certain nombre de mesures d'accompagnement d'ordre réglementaire, notamment la mise en place des audits énergétiques obligatoires, la mise en place, un décret sur les ESCO, un décret sur les performances énergétiques, un autre décret sur les études d'impact énergétique et un décret qui oblige plutôt une liste d'administration, les collectivités territoriales à renforcer et à respecter les principes d'efficacité énergétique. Donc, en guise de conclusion, je voudrais juste terminer par souligner que l'évolution des technologies de l'efficacité énergétique a dépassé toutes les attentes. Le développement des technologies des énergies renouvelables ont aussi augmenté en raison d'une réduction importante de leurs coûts et il est toutefois possible de développer dans tous les pays et tous les secteurs économiques de meilleures synergies entre les mesures relatives aux énergies renouvelables
et les techniques d'efficacité énergétique, et celles-ci se renforçant, se vont mutuellement. Et dans les contextes techniques et politiques, l'énergie renouvelable peut avoir un effet très positif sur l'efficacité énergétique et vice-versa. Et je tiens à remercier encore une fois les organisateurs pour cet événement. Et merci. Merci Sirvit pour cette intervention qui démontre clairement l'interaction très proche qu'il y a entre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables d'une manière générale, parce que ces énergies propres font partie du bouquet de solutions à implémenter lorsque un sujet est à traiter en matière d'économie d'énergie. Il n'y a pas de recette toute prête. In fine, la réalité, c'est qu'il y a ce bouquet de solutions ou de technologies en matière d'énergie renouvelable qui est là, et il faut faire l'art, c'est de faire la bonne combinaison, c'est vraiment la composer de manière à ce qu'il y ait une bonne adéquation entre le besoin de consommation et la solution déployée, qui passe par beaucoup de sensibilisation, comme vous l'avez bien signifié, qui s'appuie sur une réglementation, je veux dire, ouverte et qui permet justement le déploiement de ces solutions. C'est vraiment un ensemble. Ce ne sont jamais des actions isolées. Alors nous avons aussi la chance d'avoir avec nous présent Cyril Fouet, qui est expert du cabinet Trust d'énergie, et qui va partager avec nous son point de vue, son expérience en la matière. Et donc, monsieur, c'est à vous, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Baoudi. Merci pour l'organisation de cet événement tel intéressant et d'une thématique aussi importante dont le Maroc a besoin, pas simplement le Maroc, mais tout le continent africain. Mon intervention fera suite à l'intervention de M. Hamid, qui a souligner l'interaction qui est entre l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Le développement d'une économie verte va en pair en se basant sur l'énergie renouvelable et toute solution d'efficacité énergétique, parce que l'une ne fait que compléter l'autre. Et j'aimerais bien commencer mon intervention en répondant à une sorte de remarque que j'avais eue récemment lors d'une conférence où on a cité des solutions d'énergie renouvelable comme faisant partie donc d'un plan d'efficacité énergétique. Et la remarque était l'énergie renouvelable, ce n'est pas de l'efficacité énergétique, parce qu'il s'agit tout simplement d'un changement de tarification. Ça veut dire que quand je vais installer des panneaux photovoltaïques, c'est juste le coût de kilowattheure qui va changer par rapport au coût de l'eau humaine. Donc, c'est une réflexion, ça peut être un peu au départ comme du bon sens. C'est juste on a changé juste la tarification. On n'a pas fait des actions sur la consommation elle-même, la consommation d'énergie et son optimisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut prendre pas mal de points en considération pour pouvoir faire cette comparaison de façon la plus correcte possible. Premièrement, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle dans le jargon les externalités positives ou négatives de tout système de production d'énergie. Par exemple, quand on parle d'énergie propre, ils ont beaucoup d'externalités positives qui malheureusement, au Maroc, on a un facteur de dépendance énergétique qui est aux alentours de 90%, et on importe la majorité de notre consommation. On n'a pas de ressources pétrolières ni gazières, donc c'est normal que la majorité de notre énergie soit importée, mais aussi ça va peser de façon conséquente sur la balance commerciale, sur la réserve de devises, sur notre aussi dépendance énergétique, notre sécurité énergétique. Donc, tous ces aspects, s'il va en plus que le kilowattheure est subventionné, donc si on prend toutes ces considérations-là, l'utilisation d'énergie renouvelable ne va pas simplement juste jouer sur la tarification, mais aussi un impact assez important sur tout le pays. Et si c'est appliqué au niveau du continent, ça va aussi avoir un impact considérable, parce que, comme j'ai dit, la vision qu'on doit adopter, c'est une vision globale
et pas simplement basé sur les prix ou les tarifs. Ce que je voulais aussi présenter pendant cette intervention, c'est dans la majorité de nos retours d'expérience, dans la majorité des audits énergétiques qu'on fait, des accompagnements à la certification de l'ISO 50, selon l'ISO 50001, le système de management de l'énergie auprès de plusieurs industriels au Maroc, le retour est le même. L'efficacité énergétique, c'est un aspect important. Ça nous permet d'optimiser, de voir comment la consommation d'énergie est structurée, comment peut-on trouver des actions pour l'améliorer. Parfois, c'est avec des coûts très conséquents. Parfois, c'est juste des actions presque sans investissement qui sont rapidement amortissables. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette complémentarité entre l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique fait que il faut commencer par une vision de minimisation de la consommation, d'optimisation, et puis passer à voir quelles sont les méthodes et les moyens de production d'énergie. Par exemple, je me rappellerai donc de pas mal de nos cas d'études qu'on a fait, c'est que généralement, quand on fait un audit énergétique pour un industriel qui souhaite, au départ, il souhaiterait vraiment implémenter des panneaux photovoltaïques. Par exemple, il a une consommation de 5 ou 6 millions de dirhams annuels, ou parfois il y a des clients qui ont plus que ça juste pour la facture mensuelle. Et il se dit, voilà, je vais juste directement installer des panneaux photovoltaïques, par exemple. Ou parfois, s'il a une consommation thermique assez importante, il pourrait penser à faire un système basé sur les capteurs solaires thermiques. Mais la question ici, c'est pas simplement juste de les installer, mais plutôt d'assurer un très bon rendement. Et pour assurer le rendement et le retour sur investissement, il faut déjà, de base, éliminer tout ce qu'on pourrait appeler de l'énergie perdue, l'énergie fatale. Imaginons que dans une industrie, on a 10% de fuite, par exemple, d'énergie qui n'est pas réutilisée, par exemple pour produire de la chaleur ou pour, par exemple, de l'éclairage qui est pendant le jour ou un truc comme ça. C'est 10% de l'énergie qui est perdue. Si on faudrait investir sans faire d'optimisation, sans réduire ces fuites-là, notre investissement par défaut, on va perdre 10% parce que ces 10% qui vont être produites par les panneaux photovoltaïques, ils vont tout simplement être perdus parce qu'ils sont mal utilisés dans l'industrie, dans le process industriel. Donc, c'est 10% sur l'investissement qui sont perdus et aussi des coûts d'exploitation et de maintenance qui vont aussi s'ajouter. Et donc l'idée, c'est que pour avoir vraiment une optimisation et un rendement et un temps de retour sur investissement intéressant, il faudrait au préalable faire des actions d'efficacité énergétique et d'optimisation d'énergie et après pouvoir assurer ce qui reste en consommation d'énergie par les énergies renouvelables. Je voudrais aussi insister sur le fait que il y a un phénomène quand on fait un peu l'étude des énergies comportementales dans des projets, qu'ils soient de bâtiments, qu'ils soient de projets industriels d'efficacité énergétique, il y a ce qu'on appelle le rebond de consommation. Et pour le simplifier, je vais donner un exemple. Imaginons que on a un système de chauffage, donc quelqu'un qui a un système de chauffage standard et qui consomme beaucoup d'énergie. Et ce qu'il a fait, c'est il a isolé son bâtiment et il a changé son système de chauffage par une pompe à chaleur, par exemple, avec un coque de 4,5, une pompe très performante. La question ici, est-ce que sa consommation, bien sa manière de consommation sera la même? Parfois, on note que la consommation d'énergie dépasse ce qu'il consommait avant. Parce que, tout simplement, il a l'idée, ou disons la fausse impression que puisque mon système il est efficace, puisque moi j'ai bien isolé la maison, donc je peux me permettre de laisser le chauffage allumé toute la nuit, par exemple, tout le temps, de augmenter la température au lieu d'avoir une température à 18 ou à 20 degrés, je peux l'avoir à 24 même. Donc c'est ce genre de comportement donc qui est plus
qu'on peut régler, qu'on peut corriger par la sensibilisation, qui fait que des actions aussi sur les énergies renouvelables, par exemple l'implémentation de panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, font que leur rendement n'est pas se voit dégradé juste parce que il y a le comportemental et la sensibilisation des opérateurs dans l'industrie et des habitants, des occupants dans le cadre des bâtiments ne suit pas, et ça fait que la rentabilité baisse. Donc, pour conclure, je dis que qu'il soit l'énergie renouvelable ou l'efficacité énergétique, c'est deux leviers primordiaux et importants pour une économie verte, pour un environnement qui respecte donc un futur qui respecte les principes du développement durable et sain pour nous, pour le futur de notre pays, mais aussi la complémentarité et l'intérêt de chaque solution ne peut se faire que juste en implémentant une solution, mais plutôt en prenant en considération l'importance de faire des études en amont, de bien voir cette interaction, comment l'optimiser, et aussi de sensibiliser les utilisateurs à ces solutions. Donc, je viens à la fin de ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Écoutez, je souscris pleinement à ce que vous venez d'exprimer. Ça fait partie du quotidien des spécialistes et des experts en efficacité énergétique lorsqu'ils interviennent sur le terrain. Nous arrivons au terme de cette disons de cet insight qui, pour résumer, l'efficacité énergétique. Écoutez, pour que ce soit bien déployé, correctement déployé, ça a besoin tout d'abord de s'appuyer sur un cadre réglementaire, sur une réglementation souple et ouverte qui laisse sa place, notamment en particulier aux entreprises et à l'investissement privé. Ça, c'est fondamental. Deuxième point fondamental qui est vraiment important, c'est les modèles de contractualisation. Il est important d'avoir des modèles de contractualisation avec des financements adaptés qui suivent ces modèles, qui permettent la mise en œuvre des projets. Le troisième point qui paraît aussi important, c'est des entreprises, des PME qui soient au rendez-vous, capables de réaliser véritablement, pas uniquement s'arrêter aux audits, mais d'aller au-delà, de développer, mettre en œuvre les projets et puis de les suivre par derrière avec du monitoring de manière à s'assurer que les performances atteintes en termes d'efficacité énergétique ont le bon niveau de pérennité. Tout cela doit être accompagné par une obligation de veille technologique, de manière à en permanence être informé sur des derniers choix et faire les bons choix technologiques. On en a suffisamment parlé hier dans les différents niveaux d'intervention. Les solutions d'énergie renouvelable fournissent un bouquet exceptionnel de solutions implémentables. Une question qui a été posée sur, par exemple, si on veut traiter en efficacité énergétique une boucle isolée ou un réseau isolé, est-ce que une centrale PV peut être connectée? La réponse est oui, bien sûr, elle peut être connectée. Elle peut l'alimenter en stand-alone. Bon, après, la centrale fournit de l'énergie le temps qu'il y a du soleil et le jour, mais le soir, il faut prévoir des solutions de stockage d'énergie suffisantes pour pouvoir assurer la continuité. Les technologies ont évolué, elles permettent aujourd'hui de déployer ce genre de solutions. Et si typiquement un village ou une zone a une boucle, même si elle n'est pas alimentée en énergie, bon ben il faut refaire le tour du réseau et puis le connecter à la centrale et derrière ça fonctionne. Alors j'ai apparemment une dernière question. Non, c'est bon, c'est gentil. Voilà, donc avec votre permission, en tout cas, je voudrais remercier les intervenants, remercier des organisateurs. Je voudrais surtout pas oublier son Excellence le consul des Comores qui nous a fait l'honneur de sa participation à cet événement. Son message a été clairement entendu, nous réagirons par rapport à ça. En tout cas, notre pays a signé des accords très clairs et ces accords seront honorés.
nous irons véritablement dans le sens de ce qui a été agréé, et aussi simplement que cela. Pour finir, je pense que j'ai le plaisir d'avec moi c'est Lektari, qui est directeur de la coopération de l'ONE. Lektari, es-tu là? C'est Baroudé. Bonjour à tous. Merci. Je voudrais juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport à l'efficacité énergétique. Je voulais juste rappeler que c'est un sujet qui a toujours été associé aux producteurs d'énergie électrique, plus que les distributeurs. Et c'est un thème que l'ONE avait pris en compte depuis très tôt. Et je remercie Hamid d'avoir parlé du PNAP, le plan national des actions prioritaires, qui avait été lancé en 2007-2008, et j'ai eu l'honneur d'être l'un des artisans de ce programme-là. Et effectivement, ce programme avait ciblé donc aussi bien la partie offre que la partie demande, pour essayer d'améliorer le système électrique. Et faut-il le rappeler, l'ONE en tant qu'opérateur historique du secteur et en tant que gestionnaire de l'offre donc et de la demande est extrêmement donc intéressé par ces aspects d'efficacité énergétique. Rappeler donc très rapidement que nous avions lancé à l'époque donc une opération intéressante qui était relative à l'installation des lampes à basse consommation. Nous avons réussi à installer plus de 14 millions de lampes, ce qui nous a permis donc de sauvegarder une pointe de 310 mégawatts et plus de 800 gigawattheures de consommation. Donc c'est important. C'est juste pour souligner l'importance de l'efficacité énergétique. Je ne m'attarderai pas sur ça, donc juste dire que l'ONE reste toujours donc intéressé par les actions d'efficacité énergétique, par les actions d'introduction donc d'énergie renouvelable, et on est vraiment content que maintenant le secteur soit étoffé par d'autres institutions, d'autres organismes donc qui prennent un peu le relais donc dans ces différents domaines. Merci Sebaroudi, et je suis à vous. Merci Lektari. Je pense qu'il y a une dernière question qui a été adressée à Hamid. Hamid, quelques mots. D'accord, donc cette question il porte justement sur les mesures prises par le ministère pour encourager l'utilisation des énergies renouvelables, particulièrement solaires, au niveau du secteur résidentiel. Et là, je souligne un point qui est très important, c'est que si le Maroc a fait convenablement des avancées dans son modèle de transition vers les énergies renouvelables, parce que depuis 2009, il a mené ce chantier d'une manière progressive et intelligente, en allant bien sûr aujourd'hui vers l'ouverture de la haute tension, pour laquelle je tiens à souligner que plus de 60% de la capacité développée en éolien aujourd'hui c'est faite par des opérateurs privés, et en allant bien sûr vers le résidentiel. Aujourd'hui, il y a un texte législatif qui est très important, qui cible justement ce segment de consommateurs, c'est le texte sur l'autoproduction et l'autoconsommation. Et là, je peux dire que c'est un texte qui a été élaboré dans un temps record, parce que nous l'avons entamé début de cette année, et aujourd'hui, il est déjà transmis au secrétariat général du gouvernement, et c'est le texte qui permettra bien sûr aux consommateurs de produire une partie ou carrément la totalité de leurs besoins énergétiques, que ce soit dans le résidentiel, dans le secteur agricole, mais aussi peut-être pourquoi pas à l'avenir pour la mobilité électrique en installant des panneaux photovoltaïques combinés avec des bornes de recharge. Et parallèlement, je tiens également à souligner l'effort que met l'ONE, qui est le gestionnaire de réseau national, pour accompagner cette montée en puissance des énergies renouvelables, pour rendre son réseau électrique beaucoup plus intelligent, notamment en mettant en place un dispatching national qui permettra justement
le monitoring et le pilotage des énergies renouvelables qui sont marqués par leur intermittence, mais aussi par le renforcement du réseau électrique national. Et merci. Merci Sir Hamid. Je me joins complètement à vous. L'ONE, pour nous, c'est vraiment notre acteur de référence. C'est lui c'est lui le départ de l'histoire et sa continuité aujourd'hui dans le royaume. Ceci dit, on est bien content de venir prendre une partie de sa charge et de l'épauler et de travailler dans Total Synergie. C'est vraiment ce qu'on s'attache à faire tous ensemble. Il ne me reste plus qu'à peut-être faire un dernier panorama sur cette conférence qui a commencé hier et qui a traité après les introductions, je dirais, traditionnelles, qui a traité de la question de la transition énergétique en Afrique, avec des interventions de qualité, notamment du commissaire de la CEDEAO, monsieur Sediko Douka, où quelque part on nous a rappelé que la transition énergétique en Afrique est une notion qui est pas tout à fait appropriée, au sens que l'Afrique est loin je veux dire, de subvenir à tous ses besoins. L'Afrique a plutôt besoin de démarrer sur des bonnes bases et que ces bonnes bases nouvelles soient bien alignées avec avec les meilleures solutions du moment et qui doivent peut-être rester durables. Les solutions intégrées justement durables pour l'Afrique ont été présentées, en tout cas un bel échantillon a été présenté par Sélecta ici présent avec nous, qui a présenté largement l'expérience marocaine du PERD, le programme d'électrification rurale généralisé, qui a atteint un niveau de performance exceptionnel en un temps record. Ce programme, en fait, pour moi, ce n'est pas un programme, c'est un véritable concept de déploiement national qui est, je veux dire, dont l'ONE ne peut être que fier parce que les résultats sont là pour le prouver. Puis l'ONE n'est pas du tout avare de partager son expérience avec d'autres pays qui sont dans la même situation de départ qu'était le Maroc il y a quelque temps. Et le Maroc, et en particulier l'ONE, a appris beaucoup de cette expérience et cet apprentissage. Bon, ma foi, il est réellement mis à la disposition de tous les pays africains qui le souhaitent et qui approchent l'ONE, qui travaillent déjà et d'ores et déjà positivement en matière de solutions intégrées. Le cluster solaire a été présenté aussi très brillamment par sa directrice générale. Je pense que elle a aussi émis l'idée d'instaurer en Afrique une plateforme continentale où il y aurait plusieurs clusters solaires. Chaque pays aurait son propre cluster solaire avec un modèle, il y a un modèle marocain, ce n'est qu'un modèle de départ adaptable à chaque pays, mais ce qui compte, c'est l'interactivité et vraiment l'interopérabilité entre les différents clusters des différents pays pour échanger les expériences, aller de l'avant vers la création d'entreprises, vers la création d'emplois, vers la promotion technologique. C'est ce que fait très très bien le cluster solaire marocain. Et là aussi, il y a eu un véritable message d'ouverture prononcé par Madame Fatima Zahra Khalifa, et je l'en remercie pour ça. Les aspects financiers n'ont pas été ignorés. Nous avons eu la chance d'avoir de brillantes interventions de la Banque africaine de développement omniprésente sur le continent, de la Banque islamique de développement aussi omniprésente sur le continent. Donc ce sont deux institutions continentales très connues, accompagnées par un fonds d'investissement privé, parce que il est important, et là le vrai message, c'est d'utiliser les fonds institutionnels comme levier pour les financements privés, et il y a largement la place à cela. Les financements privés et cela a été démontré, sont les plus disponibles, mais pas encore suffisamment routés vers ces usages de financement et d'investissement, alors qu'il y en a largement la place. Le fonds qui est intervenu, qui est un fonds basé à Nairobi, a largement démontré et prouvé cela. Par ailleurs, notre ami Roberto Bigotti, qui est le président de RES for Africa, c'est le pionnier du photovoltaïque en Italie pour moi, et c'est le pionnier aussi de la collaboration euro-méditerranéenne en matière d'énergie renouvelable. Il a été aussi pionnier pour son pays, pour l'Europe,
pour déployer cette collaboration win-win pour, par et avec l'Afrique en matière d'énergie nouvelle et d'efficacité énergétique. Il a engagé un chemin compliqué vers la Commission européenne, qui est une lourde machine administrative, mais qu'il connaît bien et il y arrivera. J'y crois très fort. Il a aussi largement traité les problématiques de dérisking des projets au niveau africain. Et puis, ma foi, ce matin, on a aussi traité et parlé des innovations, de l'innovation technologique. On a pris juste un échantillon parce qu'il y a tellement à dire sur les innovations, parler des interventions qui ont eu lieu, qui ont traité du solaire, qui ont traité de l'hydrogène, qui est porté par plusieurs initiatives. L'initiative qui a été citée, c'est celle du bateau Energy Observer, qui fait le tour du monde en permanence, mais derrière ça, c'est qu'un produit d'appel. Derrière, il y a toute une ingénierie et de l'industrie qui se déploie pour créer et développer des solutions véritablement opérationnelles qui vont vers l'autonomie énergétique à partir et à base de l'hydrogène. De même pour l'air comprimé. L'air comprimé est une question qui a été présentée par une société franco-canadienne et qui est basée pour partie en Normandie et qui développe des solutions extrêmement intéressantes aussi, qui stockent l'énergie sous forme de stockage d'air comprimé, qui utilise cette énergie pour de la mobilité électrique, de la mobilité propre à base d'air comprimé, pour l'avoir prouvé, démontré, pour stocker cette énergie aussi, pour produire de l'électricité, mais aussi pour produire du froid dans le milieu agricole. C'est quelque chose qui est véritablement exceptionnel. Ce sont des solutions très simples de type conteneur, des gros conteneurs qui pourraient être refroidis pour permettre aux agriculteurs de stocker leur production et d'être moins dépendants des intermédiaires en matière de négociation des prix de vente. C'est forcément un élément très fort d'amélioration de la qualité de vie des différents agriculteurs. Véritablement, c'est le but souhaité. Enfin, cet insight sur la synergie énergie renouvelable et efficacité énergétique a été largement traité ce matin. J'en remercie encore les différents intervenants. Je terminerai en annonçant j'annonce rien du tout, mais simplement en rappelant que cet événement s'est déroulé sous cette forme, je dirais, à distance pour tout le monde, virtuel totalement, parce que les conditions sanitaires nous l'imposent pour le moment. J'espère que ces conditions s'amélioreront pour tous dans le futur, dans un futur proche, je l'espère. Beaucoup de pays en tout cas les pays prennent toutes les dispositions qui sont en leur pouvoir à cet effet. Nous avons fait un pari gagnant en espérant pouvoir tenir cette fois-ci un sommet, un sommet de vive voix en réel cette fois-ci, comme les éditions précédentes. La date qui est prévue aujourd'hui, c'est le mois de juin de 2021. J'espère qu'elle sera tenue pour des raisons de conditions sanitaires. Sinon, il faudra s'ajuster par rapport à ce que nous autoriseront les autorités sanitaires des différents pays. Et là, cette édition, contrairement à ce qui a été plutôt partagé lors de cette édition virtuelle, je pense que ce sera une édition très orientée projet, très orientée nouveauté. Elle sera, je pense, d'un intérêt certain pour les gens qui recherchent des solutions à implémenter au quotidien. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde, Silk Tali en particulier pour sa présence et pour nous avoir accompagnés et représenter l'ONE, qui, encore une fois, je le rappelle, notre acteur de référence. Remercier l'ensemble des intervenants qui sont intervenus, de la programmation, les organisateurs. Merci à tous, merci à tout le monde pour votre participation, votre contribution. J'espère que cet événement aura apporté des éléments d'information, de réponse à vos interrogations sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Merci à tous et au revoir. Bonjour à tous. Nous espérons que la nouveauté de ce format virtuel vous a plu. Malgré la distanciation sociale, le partage et l'échange,
peut être fait. Toute l'équipe Bracom prépare la prochaine étape pour 2021 avec un format différent et des concepts innovants. Le retour aux événements en présentiel, tant attendu, doit se faire autrement. Ce sera une des leçons de cette pandémie. Nous vous donnons donc rendez-vous fin juin 2021 pour la deuxième étape de cette 4e édition du Congrès international des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il se tiendra au Maroc. Merci encore d'avoir joué avec nous le jeu du virtuel pendant ces 2 jours.